il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. La vie, elle est énorme, elle est belle, elle continue à être belle. J'ai vécu la cruauté dans sa pure forme, mais j'ai aussi vécu l'opposé et alhamdoulilah, alhamdoulilah. Voilà, ben moi c'est Kenza. Je suis née en Belgique, j'ai grandi là-bas, mais je suis d'origine du Maroc, du nord du Maroc, dans la région de Hoceima. Voilà, j'ai grandi vraiment dans un environnement qui me permettait d'être moi-même, voilà, d'exprimer mes rêves, d'avoir voilà, une vision qui me permettait de me projeter. Et puis, il y a un événement en fait, qui a fait que ça a bouleversé en fait, toute cette innocence que je portais en moi en étant enfant et qui a été un tournant dans ma vie, qui a changé en fait, tout ce que je me projetais en fait, à ce moment-là. Ça a été l'assassinat de mes parents. C'est pas un acte qui est arrivé comme ça par hasard. On se souvient tous de l'attaque des tours du World Trade Center le 11 septembre 2001 et puis la montée de l'extrême droite en Europe de manière générale. Et tout ça a, je pense, vraiment créé cette haine chez cette personne, en fait, ce voisin qui vivait dans notre immeuble et qui était notoirement raciste, connu des services de police. Il avait une haine de l'autre, un rejet des autres incroyable. Tout le monde le savait. Au début, quand on a aménagé déjà dans cet immeuble, on était très contents déjà de trouver un logement qui nous était adapté. Il y avait à l'époque une crise de logement et pour accueillir toute notre famille, on avait vraiment fait des pieds et des mains pour pouvoir habiter dans un logement décent. Et en fait, une fois qu'on est arrivé là-bas, on avait entendu des rumeurs qu'il y avait une personne qui était assez violente qui vivait dans cet immeuble et qu'il fallait qu'on fasse attention. Mais sans plus, c'était pas si grave que ça. On n'avait pas vraiment l'impression que c'était un réel danger pour nous. Et puis je me souviens même que mon père disait voilà, c'est pas grave, de toute façon, on l'invitera chez nous et puis on créera un climat qui ferait qu'on s'entendra bien ensemble et il n'y a pas de raison. Et en fait, on s'est très vite aperçu, après seulement quelques mois, que c'était quelqu'un d'extrêmement violent. Qui nous insultait, rentrez chez vous, toutes les insultes racistes que vous pouvez imaginer, jusqu'à ce qu'il s'en ait pris à nous, même physiquement. Et on a eu même des doutes sur le fait qu'il avait des armes chez lui. Et le nombre de fois on a dû alerter la police pour expliquer que ça devenait dangereux pour nous. Ça a duré 4 ans. 4 ans où on se sentait vraiment pas écouté du tout, clairement. On s'était dit, voilà, il faut partir en fait. Il faut qu'on s'en aille. Et je me souviens d'une conversation avec ma mère qui disait clairement, il faut qu'on recherche un autre logement et qu'on s'en aille, sinon ça va mal se passer. Et c'est incroyable parce que cette discussion, je l'ai eue vraiment la veille du drame. On s'est dit, voilà, il faut qu'on arrête tout ça. Et si on n'est pas à l'écoute, il faut qu'on réagisse nous-mêmes. Malheureusement, c'était trop tard. C'est vraiment par la suite qu'on a su qu'il avait un ordre d'expulsion. En fait, il devait quitter l'immeuble. Et en l'espace d'un mois, il a eu le temps peut-être d'imaginer le scénario. En fait, il a vraiment agi avec méthode. Donc, il est entré dans l'appartement, il a mis le feu dans tout l'immeuble. Et moi, j'étais dans ma chambre à prier Dieu qu'il me sauve et à me demander comment j'allais m'en sortir. J'étais tétanisée, mais vraiment sans savoir quoi faire. Et puis je pense qu'il y a une énergie divine qui m'a transportée, qui m'a mis à l'abri dans mon balcon. Puis mon voisin, qui était mon héros, Gérard, qui est venu me sauver. Mes petits frères étaient blessés, la maison était en feu et je continue à prier de retrouver mes parents en vie. Il y a eu, tout le quartier s'est mobilisé, tout le monde est sorti à l'extérieur, il y avait un monde incroyable dans la rue.
Tout ça, c'est arrivé vers 4 heures du matin. Je me suis retrouvée à l'hôpital et je n'arrivais pas à imaginer que c'était réel, quoi. Je me disais, tout le monde, on va tous se retrouver, ce sera qu'un cauchemar et puis on continuera à vivre, quoi. Et c'est là qu'on m'annonce en fait à l'hôpital qu'on a retrouvé les corps de mes parents et là c'est l'espoir qui s'éteint. J'ai pris quelques minutes pour vraiment me contenir et me dire qu'est-ce qu'on va devenir en fait, qu'est-ce qui va se passer. On devait organiser les funérailles. Moi j'étais complètement en même temps dévastée, mais j'avais vraiment besoin d'être en contrôle de moi-même, quoi. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai essayé vraiment de me contenir et de garder un minimum d'esprit pour pouvoir faire face à la situation. On est arrivé ici au Maroc, il y a eu les funérailles, on a été soutenus par beaucoup de personnes, que ce soit en Belgique ou au Maroc. Cet élan de solidarité m'a réellement aidé à tenir. Et puis, comment on tient, en fait, je pense que c'est la foi en Dieu et ma foi en l'être humain, en fait. Clairement, je pense que je peux pas décrire ça différemment que. Je pense que c'est ce qui permet de tenir et de sentir un ancrage quelque part et qui fait qu'on a la tête sur les épaules et qu'on a un minimum d'esprit. Et j'avais 18 ans à l'époque. 18 ans, j'étais encore aux études, je finissais mes études secondaires et puis là, il faut réfléchir à un autre avenir auquel je n'avais pas imaginé, auquel je n'avais pas pensé. Et d'abord, il fallait que je me batte pour appuyer le fait que ce n'est pas juste une dispute de voisins qui a dégénéré, c'est clairement un acte raciste. Cet homme était connu des services de police, il était notoirement raciste. Il était même actif dans les partis d'extrême droite. Et la conclusion et le bilan de tout ça, c'est qu'on n'a pas été à l'écoute de nos cris de détresse et personne n'a réagi au moment où il le fallait. Et aujourd'hui, à ce moment-là, on se retrouve avec un drame et une famille décimée. Et je pense que l'idée que cette histoire soit jetée aux oubliettes et que les gens continuent leur vie tranquillement. Nous, moi et mes frères, on fait face à cette situation et on la vit dans notre chair et on devra y faire face pendant le restant de nos jours. Donc, il fallait que je fasse un choix et que je réfléchisse à ce que je pourrais faire et pour que ça ne se reproduise plus. Et moi, ce qui était essentiel, c'était vraiment d'entamer ce travail de mémoire. De faire que cette histoire ne soit pas oubliée. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. J'étais très jeune. Je ne savais pas par où commencer. J'ai dû vraiment très vite me familiariser avec le milieu associatif, le milieu politique et comprendre les enjeux. Et puis j'étais aussi... J'étais juste une jeune femme qui voulait aussi continuer à vivre une vie normale. J'avais vraiment une crainte de ne plus m'émerveiller face aux belles choses de la vie, de me retrouver dans le fond du trou et avec cette amertume et surtout d'être dans cette colère ou cette haine que je vais ruminer comme ça pendant des années à cause de ce qui s'était passé. J'ai refusé ça clairement. Je pense que merci pour l'éducation de mes parents. Et je me devais d'honorer ça en fait. Et leur rendre hommage, c'est être encore debout aujourd'hui. Et pour moi, ce qui était essentiel en fait, c'est de revenir à mes sources. De revenir à ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, la femme que je suis aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui est important, c'est vraiment à partir du moment où on se reconnecte avec ce qu'on est, d'où on vient, c'est là qu'on arrive à vraiment donner cohérence à tout ce qu'on réalise dans notre vie. Et je l'ai retrouvé réellement dans les choses simples de la vie, la nature.
Pour moi, la nature, vraiment, je me retrouve face à une belle montagne, dans une forêt. Je pense que je suis vraiment chanceuse, même si je suis passée par beaucoup de douleurs et de difficultés. Le fait que j'ai surmonté ces étapes-là, je les ai faites vraiment, enfin, je les ai surmontées aussi grâce à des personnes qui se sont retrouvées dans mon cheminement, pas par hasard. Et aujourd'hui, j'ai envie de redonner en fait ce que j'ai reçu. Et voilà, j'ai envie d'aider les autres, d'être présente pour les autres. Et ce que je peux en retenir clairement comme leçon, et puis ce que je peux peut-être transmettre vraiment de manière très modeste, c'est il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. La vie, elle est énorme, elle est belle, elle continue à être belle pour moi, et j'ai envie qu'elle le soit pour les autres. Et si je suis encore là, si je suis encore là aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces belles personnes qui m'ont soutenue. Et il faut pas lâcher, il faut continuer à croire en de belles choses, même si on est tellement exposé à la violence, à la cruauté humaine tous les jours. Mais j'ai tellement vécu des très 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 belles histoires avec les gens, avec toutes les actions que j'ai menées. Je me dis non, il y a encore des choses belles qui peuvent se produire, et on doit tous y contribuer, d'où que l'on vienne, quelle que soit la catégorie sociale, quelles que soient nos origines, C'est vrai que c'est un peu un message comme ça très idéaliste. Mais j'ai vécu vraiment de très très belles expériences. Je peux en parler des heures, mais j'ai vécu la cruauté dans sa pure forme. Mais j'ai aussi vécu l'opposé, et alhamdoulilah.